Bonjour. Pour cet épisode de Balado, c'est un peu spécial. Alors, plutôt que ce soit Marie-Pierre Duchesne qui anime, c'est moi aujourd'hui, Nancy Gaudreault, directrice de l'UMR Synergia, qui animerai. Pourquoi? Parce que on a voulu créer un épisode un peu spécial pour faire suite à un débat qui a eu lieu lors de notre premier colloque le 15 novembre dernier. Au cours de ce colloque-là, on avait un débat sur la question est-ce qu'on devrait rendre obligatoire ou non le développement professionnel continu du personnel scolaire? Et là, on avait deux personnes qui s'étaient vues imposer une position pour ou contre. Et malheureusement, on n'a pas creusé assez la question finalement. On a bien compris les arguments pour, les arguments contre, mais en bout de ligne, qu'est-ce qu'on doit retenir si on a à planifier le développement professionnel continu de notre personnel scolaire? Alors aujourd'hui, j'ai avec moi nos deux personnes ressources qui étaient au débat. Alors, je vous présente d'abord Marie-Pierre Duchesne. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Nancy. Alors, Marie-Pierre est doctorante en psychopédagogie au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, sous ma direction et celle d'Éric Frenette. Elle détient également une maîtrise en psychopédagogie et un baccalauréat en enseignement primaire et en éducation préscolaire. Elle est coordonnatrice de l'UMR Synergia ainsi que chargée de cours au sein de la même faculté. Ses intérêts de recherche portent sur le développement professionnel continu du personnel enseignant dans le domaine de l'intervention auprès des élèves présentant des difficultés d'adaptation en contexte inclusif. J'ai aussi avec moi Mme Myriam Lapointe-Breton. Allô, Myriam. Bonjour. Alors, Myriam est doctorante en psychoéducation au département des fondements et pratiques en éducation de l'Université Laval. Elle travaille également comme chargée d'enseignement et elle cumule plusieurs années d'expérience à titre de psychoéducatrice en milieu scolaire. Dans le cadre de ses travaux, elle s'intéresse aux besoins du personnel enseignant en termes de développement professionnel continu relativement à la pratique auprès d'élèves présentant des difficultés d'adaptation, ainsi qu'à la contribution des psychoéducatrices et psychoéducateurs qui les accompagnent en posture de rôle conseil. Alors, merci d'avoir accepté de poursuivre l'exercice de notre débat. Avec plaisir. Donc, pour mettre en contexte nos auditeurs, Marie-Pierre avait reçu la posture ou la position contre le développement professionnel obligatoire et Myriam devait défendre les arguments pour l'obligation de s'engager dans une démarche de développement professionnel continu. Alors, les deux, vous avez réussi à convaincre votre auditoire dans la salle. On voyait le visage des gens là, dire « Ah oui, ça c'est un bon argument. » Mais à la fin, ce qu'on a réalisé, c'est que il y a du vrai dans vos deux positions, mais on sait souvent que ce qui est à préconiser, ça se situe plus au centre. Donc, aujourd'hui, vous avez le droit de parler un peu plus en votre propre nom. Mais je vais quand même vous interpeller afin de se replonger. Je commencerai avec Myriam, peut-être de nous remémorer un peu les principaux arguments clés qui viennent soutenir la position pour l'obligation de s'engager dans un développement professionnel continu. Oui, excellent. Bien, dans un premier temps, on avait, par rapport à l'obligation de la formation continue, le point par rapport au perfectionnement équitable de l'ensemble du personnel scolaire. Donc, on sait que sans obligation, c'est seulement une poignée du personnel qui va aller se former de façon volontaire, ce qui va créer une inéquité entre les compétences du personnel scolaire. Donc, l'obligation va permettre à l'ensemble des élèves d'obtenir un service de qualité équivalent, et ça, peu importe la classe dans laquelle ils se retrouvent. Donc, ça, c'était le premier avantage par rapport au personnel lui-même. Et on avait également d'autres avantages en lien avec la prévention de l'épuisement professionnel. Donc, on le sait, le milieu scolaire, c'est un milieu qui est exigeant et dans lequel on retrouve beaucoup de stress vécu par l'ensemble du personnel scolaire et des burn-out qui sont malheureusement trop courants. Donc, en obligeant la formation professionnelle continue, ça permet de venir outiller l'ensemble de l'équipe école pour faire face aux défis quotidiens. Et ça, c'est vraiment un essentiel en milieu scolaire. Donc, sans obligation, il y a encore une fois plusieurs membres du personnel scolaire qui vont éviter la formation, que ce soit par manque de temps ou pour d'autres raisons. Et ça les met encore plus à risque de vivre de l'épuisement professionnel. Donc, la formation continue va permettre d'offrir un soutien qui va alléger la charge émotionnelle qui est vécue
au quotidien. Et ça va venir prévenir notamment les départs précipités qui sont malheureusement trop fréquents, encore une fois, en milieu scolaire. Ensuite, on avait des avantages également sur le plan de l'obligation pour l'organisation. Bien, la formation continue obligatoire, ça permet d'offrir une protection au public. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les argumentaires des différents ordres professionnels qui, eux, souvent obligent la formation continue obligatoire. Donc, en obligeant la formation continue, c'est un peu une assurance qualité qu'on vient offrir tant sur le plan de l'organisation qu'aux élèves. Et même si certains diraient que ça peut brimer la liberté, bien, certains auteurs avancent qu'ici, oui, la liberté professionnelle, c'est important, mais aussi la réussite éducative et la sécurité des élèves, bien, c'est un enjeu auquel on doit s'adresser en priorité. Ensuite, toujours sur le plan de l'organisation, bien, la formation continue obligatoire va permettre un contrôle des coûts important. Tantôt, je l'ai dit, on a malheureusement une grande rotation du personnel scolaire dans beaucoup d'établissements et la formation continue obligatoire va permettre de venir mieux préparer l'ensemble du personnel à faire face aux défis qu'on nommait précédemment. Donc, ça va permettre de stabiliser les équipes et de venir renforcer les compétences. Donc, en faisant ça, on va éviter d'avoir un taux d'attrition trop important parmi le personnel. Donc, certaines personnes pourraient dire que c'est un fardeau pour les établissements, mais certains auteurs avancent comme argument que, bien, oui, effectivement, la formation continue constitue un coût pour l'établissement, mais la rotation du personnel aussi. Donc, ici, c'est de choisir quelles sont les priorités. Enfin, on avait également des avantages sur le plan du point de vue de la recherche. Donc, on le sait que la formation continue a démontré des impacts significatifs sur l'amélioration des pratiques pédagogiques et ça pour l'ensemble du personnel scolaire. Donc, l'obligation ici, c'est de laisser au choix individuel. Bien, les portées de l'efficacité des programmes qui seront mis en place sont beaucoup moindres que si c'est l'ensemble de l'équipe école qui suit ce type de formation. On a également, toujours parmi la recherche, une réduction du stress grâce à la formation continue obligatoire. Alors, ici, les recherches avaient montré que le personnel qui est formé rapporte un niveau de stress qui était beaucoup moins élevé par rapport à leurs homologues qui étaient non formés. Donc, si on veut permettre à l'ensemble du personnel scolaire et les élèves de bénéficier de ces bienfaits-là, bien, les retombées seront beaucoup plus importantes si c'est tout le monde qui l'a suivi, puisque ça va permettre d'avoir un réseau de soutien parmi les collègues qui, eux aussi, auront suivi les formations. Et ce réseau de soutien-là va se poursuivre dans le quotidien. Et ça réduit le stress qui est vécu. Quand on t'écoute, on devient rapidement convaincu. Mais j'aimerais maintenant t'entendre, Marie-Pierre, par rapport à des éléments quand même super importants à considérer qui viendraient plus appuyer une position contre l'obligation. Ouais. Puis on pourra nuancer quand on parle d'obligation, obligation de quoi? Parce que la question initiale, on parlait d'obligation de contenu, de dispositif, etc. Donc, peux-tu nous résumer un peu les arguments là, qui sont en lien avec cette position-là? Bien sûr. En fait, mon slogan pour la présentation, c'était « Former oui, mais forcer non ». Donc, ça met le temps un peu pour les arguments que je vais vous présenter. Il y a d'abord le manque de flexibilité en lien avec le fait de rendre le développement professionnel obligatoire. Il faut considérer, bien sûr, le fait que chaque personnel scolaire a sa propre expérience, ses propres besoins, ses propres aspirations. Et le fait de proposer, en fait, d'imposer de la formation qui n'est pas en ligne avec ces préférences-là ou les besoins, bien, ça peut créer un décalage puis ne pas répondre aux besoins de formation finalement, puis faire en sorte que le personnel scolaire va être découragé de poursuivre leur mission. Donc ça, c'est une première chose bien importante. Ensuite, il y a la motivation. Donc, la recherche est bien claire là, sur le sujet que pour avoir des effets durables du développement professionnel continu, il faut avoir une motivation intrinsèque lorsqu'on va débuter un processus de développement professionnel. Donc, si c'est imposé, la motivation n'est pas nécessairement intrinsèque, ça ne répond pas nécessairement à nos besoins non plus, ce qui fait en sorte que les effets seront moindres ou même souvent absents à la suite d'une activité.
ça me rappelle quelque chose. Quand tu parles de motivation intrinsèque, Ouais. dans le fond, c'est toute la notion de plaisir aussi qui est Oui. derrière le fait de suivre une activité de développement professionnel continu. Ouais. Donc, si je suis une personne formatrice, ben je dois m'assurer au départ là, que mes participants vont apprécier l'activité, qui vont être satisfaits, puis à la limite qu'ils auront du plaisir. Sinon, on ne peut pas s'attendre à avoir beaucoup d'effets. Là. C'est un peu ce que tu nous dis. Là. Exactement. Puis ça doit être vraiment en lien avec les attentes. Là. Tu parlais d'avoir du plaisir, mais ça doit répondre aux attentes des participants. Il faut se le rappeler, ça aussi. Oui, aux besoins, mais aux attentes. Puis, j'irais aussi avec les modes d'apprentissage. Dans une formation qui est obligatoire, on ne répond pas aux besoins des gens d'aller chercher ce dont ils ont besoin. Bon, je me précise parce que c'est pas du tout clair ce que je dis, mais si moi, je préfère les activités collaboratives ou les activités en ligne, par exemple, les formations en ligne, c'est ce que je préfère. Puis on m'impose une formation magistrale dans le cadre d'une journée de formation, bien, ça répond pas à mon besoin. J'ai pas cette liberté-là d'aller chercher le mode d'apprentissage qui me convient le mieux. Okay. Donc ça aussi, c'est important pour avoir des effets durables puis des effets concrets là, sur notre pratique professionnelle puis sur les élèves. L'autonomie professionnelle, donc c'est un peu le slogan que j'avais, de respecter l'autonomie professionnelle des enseignants, du personnel scolaire, en fait. Ils savent ce dont ils ont besoin, donc de pouvoir choisir la formation ou le parcours qui leur convient le mieux, c'est très important aussi. Je t'arrête encore. Écoute, oui. Quand on dit autonomie professionnelle, est-ce qu'on pourrait dire qu'à partir du moment où on te reconnaît ton autonomie professionnelle, tu dois agir en professionnel? Bien, c'est sûr qu'on le prend pour acquis, mais il faut se rappeler aussi, par exemple, pour les enseignants ou pour tout professionnel là, qui a un ordre professionnel, ça fait partie des responsabilités du personnel scolaire de veiller à son développement constant pour répondre aux besoins de l'élève. Donc, ça me fait penser à, oui, agir professionnel. Donc, c'est important de constamment se renouveler pour être en mesure de répondre aux besoins des élèves, puis de faire en sorte là, que nos pratiques sont efficaces en classe. Donc, vos positions ne sont pas inconciliables. Ce qu'il faut retenir un peu, c'est que tous les arguments de Myriam se tiennent. Puis là, je vais te laisser finir tes autres arguments après, ne t'en fais pas. Mais quand tu parles d'autonomie professionnelle, ça veut dire qu'on pourrait avoir en tête que quand j'agis comme professionnel, je suis nécessairement engagée dans mon développement professionnel continu. Exact. Et en retour d'ascenseur, mon organisation me reconnaît une autonomie professionnelle en tenant compte de mes besoins, de mes préférences en termes de modalités de développement professionnel. Tout à fait. C'est un super bon résumé. Parfait. Alors, continue tes autres arguments, voir. Oui. Essaie de me trouver des pièges. Myriam parlait tantôt de coûts et de complexité. Ouais. Moi, j'irais dans le même sens. Quand on impose une formation à l'ensemble du personnel scolaire, c'est complexe et c'est coûteux. Si on veut libérer l'ensemble du personnel scolaire, trouver des suppléants pour tout le monde, planifier vraiment un moment qui convient à tous, c'est un fardeau administratif qui est très important. Là. Donc, c'est sûr que c'est à considérer aussi, malgré l'argument que Myriam avait. Alors, si je retiens ton argument et celui de Myriam, parce que c'est pertinent de se dire, il faut que l'ensemble du personnel scolaire progresse pour offrir une qualité équivalente de service à l'ensemble de la population, puis protéger aussi la population. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est possible qu'on ait des membres du personnel scolaire qui n'ont pas besoin de la formation qui sera offerte parce qu'ils maîtrisent déjà le sujet, tandis qu'il y en a d'autres. Il y a comme des niveaux à quelque part là, dans notre développement professionnel continu. Donc, est-ce que vous avez des idées sur comment on pourrait tenir compte un peu de ça? Est-ce que ce serait une bonne idée, par exemple, d'avoir des formations obligatoires pour tous ceux qui sont en insertion? Après ça, d'autres formations pour ceux qui sont à mi-carrière ou ceux qui sont dans, mettons, quand tu es dans une école en milieu défavorisé, il y aurait certaines formations que tu devrais suivre pour tenir compte de ce contexte de travail-là. Est-ce que ça serait des bonnes idées, là, tu sais, pour y aller un peu entre les deux positions sans que ça soit du mur à mur, les 4000 personnes enseignantes de l'organisation scolaire suivent en même temps la même affaire? Est-ce que ça serait une bonne idée d'y aller comme ça? Ou,
Oui, bien, moi, je trouve que tu soulèves un point important. Donc, oui, c'est important de se former. Tantôt, tu parlais que le personnel scolaire doit être autonome, doit être proactif dans sa formation pour, justement, avoir la reconnaissance de l'autonomie professionnelle. Et ici, c'est important de se former, mais pas tout le monde de la même façon parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Et effectivement, on n'est pas encore tous rendus au même stade dans notre carrière. Donc, moi, une idée qui me vient en tête, c'est par rapport à l'organisation comme telle. Donc, si vous êtes dans la direction d'une école, vous souhaitez planifier une journée de formation continue pendant une journée pédagogique, bien, de consulter les membres de votre équipe école pour voir est-ce qu'il y a un besoin qui est commun. Si oui, excellent, on va s'orienter vers un type de dispositif, tandis qu'au contraire, est-ce que c'est des besoins qui sont plus individuels et à ce moment-ci, on serait mieux d'opter pour différentes formations, mais différents dispositifs, mais qui répondent réellement aux besoins du personnel visé. Là. Tu sais, j'aurais envie d'ajouter aussi que comme personnel scolaire, il faut faire preuve d'ouverture. Tu sais, des fois, on se fait proposer un sujet ou une modalité avec laquelle on est moins à l'aise ou un sujet qu'on pense maîtriser. Mais une fois rendu dans l'activité, parfois, on est étonné de réaliser que, tu sais, la fameuse phrase, quand tu sais pas que tu sais pas, hein? On peut pas savoir ce qu'on sait pas. Alors, nécessairement, des fois, de garder la porte ouverte, d'accueillir ça comme, dans le fond, un peu un cadeau qu'on nous offre pour nous soutenir dans notre développement professionnel. Des fois, on peut être étonné. Bien, oui, tout à fait. Tu l'as bien dit, c'est un cadeau. On se replace quand on étudiait dans notre formation initiale, bien, on déboursait des frais importants pour avoir accès à toutes ces belles connaissances-là, à ce savoir-là. Donc, dans le cadre de la formation continue, on a la chance souvent que ce soit l'organisation qui défraie les coûts ou du moins de devoir payer une partie minime pour accéder aux nouvelles pratiques, aux nouvelles connaissances. Donc, c'est vraiment une opportunité de développement qu'on vous invite à saisir pour améliorer votre propre quotidien. Et on est aussi payé pendant qu'on suit la formation. Oui. Fait que c'est un double cadeau, quelque part, effectivement. Ouais. J'ajouterais aussi, des fois, on l'oublie, mais quand ça fait plusieurs années qu'on est dans la pratique, ce qu'on a appris pendant notre formation initiale a évolué parfois, en fait, très, très souvent. Ben là, oui. Si on vous a enseigné quelque chose pendant votre formation initiale, ça ne veut pas dire que 10 ans plus tard, les mêmes principes s'appliquent. Fait que ça peut être un rappel, mais ça peut être aussi de se mettre à jour sur les nouvelles connaissances issues de la recherche. Donc, même si moi, je pense que je suis vraiment excellente en gestion de classe, probablement que c'est vrai que je le suis parce que j'ai des bons effets dans ma classe, mais il y a sûrement des choses que je peux être portée à découvrir là, lors d'une formation. Fait que d'avoir une attitude d'ouverture, c'est aussi montré par la recherche que ça va influencer les résultats par la suite. Là. Si j'arrive avec une attitude d'ouverture à la formation, c'est très positif. Là. On peut bien appeler ça un cadeau, mais quand on est vraiment investi dans notre développement professionnel continu, c'est qu'on accepte de se mettre en déséquilibre. Puis à quelque part, ça demande aussi des efforts à prendre, se remettre en question, semer le doute, changer nos habitudes parce que nos pantoufles souvent sont confortables. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi lieu de prévoir en termes de soutien organisationnel, je pense aux gestionnaires par rapport à leur personnel scolaire, des incitatifs, de la reconnaissance, une certaine forme de valorisation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis, quelle forme ça pourrait prendre? D'abord, moi, c'est sûr que ce que je peux dire, c'est que la direction d'école au sein d'une école a vraiment un rôle important à jouer en termes de leadership. Donc, de venir valoriser le développement professionnel, d'offrir des conditions gagnantes aussi en lien avec le développement professionnel. Par conditions gagnantes, ce que je veux dire, c'est que le personnel scolaire ait les ressources nécessaires pour s'investir sans que ce soit un fardeau trop important. Donc, de garder ça toujours en tête. Ressources nécessaires, on parle ici de ressources humaines. Donc, d'avoir quelqu'un dans sa classe s'il doit s'absenter pour participer à une formation, mais aussi de retour dans sa classe, d'avoir quelqu'un pour faire le suivi, lui offrir des rétroactions sur ce qu'il va essayer, ce qu'il va tenter par la suite. Donc ça, c'est important, mais aussi en ressources financières. Donc, prévoir une partie du budget pour que le personnel scolaire puisse participer aux activités. Puis, dans la valorisation, je dirais aussi de démontrer l'importance en tant que direction d'école. Si soi-même, on se forme pas, on se développe pas, ben ça démontre pas l'importance qu'on accorde au développement professionnel. Puis j'ai le goût aussi d'ajouter, mais de laisser l'espace au personnel pour réinvestir les apprentissages qu'ils ont faits. Donc, si à la suite de la formation, bien, ils ont des nouvelles pratiques qu'ils souhaiteraient implanter, mais d'avoir la liberté de le faire, puis les ressources aussi, comme tu disais, pour le mettre en place. Donc, vraiment, une ouverture aussi au sein de l'organisation par rapport à l'innovation, par rapport au fait de regarder en avant puis de changer peut-être nos façons de faire. Oui, vraiment. Exactement. D'encourager ça d'une certaine façon. C'est bon.
OK. Dans le fond, moi, pour conclure, j'aurais envie de dire que à l'issue de notre débat, nous avions demandé à nos participants dans la salle de voter sur une position pour et contre. Puis, les résultats nous avaient montré vraiment quasiment 50-50. Et je pense qu'aujourd'hui, en ayant fait ce retour-là, puis en ayant nuancé un petit peu plus chacune des positions, ben on serait capable d'aller chercher une bonne majorité là, de participants qui seraient d'accord avec nous. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation de poursuivre la discussion sur ce sujet. Plaisir. Pour ceux qui nous écoutent, j'espère que ce petit résumé vous permettra de vous guider pour la planification et l'organisation de vos activités de développement professionnel continu. Et pour tous les gestionnaires qui nous écoutent, n'oubliez pas de valoriser, de mettre des conditions facilitantes à votre personnel pour qu'on ait un maximum de personnes engagées dans leur développement professionnel continu. Alors, je vous dis merci, puis restez à l'affût pour écoutez notre prochain épisode. Ce balado est une production de l'unité mixte de recherche Synergia, fondée en partenariat avec les centres de services scolaires de la capitale, des découvreurs et des navigateurs et l'Université Laval. Nous remercions aussi les productions Upawa qui nous permettent de vous offrir une expérience auditive sans égale.